Lancement de la deuxième phase du projet Plus sur la stabilisation de l'utilisation des terres dans l'aire protégée d'Hippopotame des Mangaï. Nous sommes là dans la province du Kwilu. C'était vendredi 10 février 2023 par l'Organisation congolaise des écologistes et amis de la nature, Océan. Impact du changement climatique sur le travail, c'est autour de ce thème que le Centre Pulitzer a organisé une conférence au Musée national de la RDC, ici à Kinshasa. Pendant ce temps, à Goma, dans la province du Nord Kivu, les jeunes entrepreneurs ont été sensibilisés le 11 février 2023 sur la préservation des forêts du bassin du Congo au cours d'une conférence débat organisée par l'ASBEL Comus en collaboration avec Pulitzer Center. Madame, Messieurs, bienvenue au magazine des questions environnementales et du développement durable RDC Environnement. Les détails, c'est tout de suite après ceci. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Ainsi, je vous le disais en titre dans le sommaire, après l'approche paysagère appliquée dans la phase 1 du projet de stabilisation de l'utilisation des terres dans l'aire protégée d'Hippopotame des Mangaï dans la province du Kwilu, c'est au tour de l'approche santé de prendre le relais dans la deuxième phase du dit projet, approche dénommée One Health, une seule santé. Le lancement de cette deuxième phase de ces projets a eu lieu vendredi 10 février ici à Kinshasa. Reportage de votre magazine sur les images d'Armen Goma. Après le succès récolté par la première phase du projet de stabilisation de l'utilisation des terres dans l'aire protégée des Mangaï, dans la province du Kwilu, il était donc temps pour les parties prenantes de passer à la deuxième phase du dit projet. La nouveauté, c'est le lien entre l'approche One Health, entendez une seule santé, et l'approche paysagère. Organisée par l'ONG Océan, organisation congolaise des écologistes et amis de la nature, les deux approches combinées sont menées pour faciliter la mise en œuvre des mesures RED+, dans les paysages des aires protégées des 4 pays africains impliqués dans ce programme, à savoir la Tanzanie, l'Ouganda, le Ghana et la République démocratique du Congo. L'objectif étant d'améliorer les processus de conservation de la biodiversité dans cette réserve classée dans l'annexe 6 de l'Union internationale pour la conservation de la nature UICN, avant de veiller au maillage écologique de la zone. La réserve d'Hippopotame de Mangaï a connu beaucoup d'activités, notamment l'ancien projet Plus qui s'est focalisé sur une approche paysagère, comme on le dit. On a essayé de faire beaucoup d'activités qui ont été présentées tout à l'heure, notamment un plan d'aménagement et de gestion du site, mais aussi la mise en place d'un groupe de travail sur la gouvernance des ressources naturelles de la réserve. Au-delà de ça, il y a eu des inventaires et autres, mais cette deuxième phase, comme on l'a dit à l'introduction de cet atelier, c'est en tenant compte de la pandémie à Covid qui a régné l'année dernière, depuis 2019, et l'UICN a trouvé qu'il était important d'envisager cette approche de une santé, où on fait un suivi épidémiologique qui tient compte de la santé de l'homme d'abord, parce que la conservation, c'est l'homme qui est au centre de l'animal, mais aussi de l'environnement. Donc nous allons expérimenter cette approche in santé à côté de l'approche paysagère qui est déjà en œuvre sur ce site. Dominique Ndamana, chargé de programme à l'UICN pour l'Afrique centrale, a souligné la nécessité d'identifier les besoins de stopper ou de renverser la tendance de cette aire protégée qui faisait désormais preuve d'une forte dégradation. La phase actuelle, on peut dire que c'est une phase de transition qui permet de conceptualiser quelque chose qui met ensemble ces deux approches, l'utilisation des terres d'un côté et puis l'approche une seule santé. Raison pour laquelle nous sommes revenus pour organiser les cadres de dialogue, comprendre avec les communautés au niveau de la base, parce que c'est elles les bénéficiaires et c'est aussi les premières victimes. Comment est-ce qu'on peut mettre ensemble ces deux approches? C'est pour ces raisons qu'il faudra reprendre le plan d'aménagement
pas dans son entièreté, mais au niveau opérationnel, comment est-ce qu'on doit appliquer l'approche une seule santé dans la gestion, n'est-ce pas, des terres et des paysages. Donc, cette phase permettra donc d'établir cela et de dialoguer avec le gouvernement, de dialoguer avec les communautés au niveau local pour pouvoir asseoir et avoir un document de synergie qui nous permettra d'aller de l'avant. Le partage des articulations et les approches du projet plus 2 constitue une démarche entreprise par les organisateurs pour manifester le respect de l'appel à l'action lancé lors du Congrès africain des aires protégées APAC sur le rôle de ces espaces vitaux face au risque de la pandémie de Covid-19 et sur les mesures d'atténuation grâce à l'approche One Health ou une seule santé qui s'intéresse aux interdépendances de la trilogie santé des humains, des animaux et des écosystèmes, a fait remarquer le professeur Nadège Ngombe Kabamba, coordonnatrice de la plateforme Une seule santé de la République démocratique du Congo. Nous faisons depuis plus de 10 ans maintenant la promotion de la stratégie Une santé, qui est une stratégie qui va permettre à la RDC, à toutes les parties prenantes de la RDC qui participent à la gestion des problèmes complexes de santé, de travailler ensemble en multisectorialité, en multidisciplinarité, de telle sorte que les problèmes de santé qu'on résolvait dans les passés de façon sectorielle puissent être traités de façon multisectorielle et à ce que nous puissions avoir une réponse globale et satisfaisante pour le pays. Alors cette approche Une santé doit aider le projet Plus à aller de l'avant. Dans quel sens? Que tout ce temps ici, ça a été travaillé en tenant compte seulement de cet aspect-là environnemental, air protégé, faune sauvage, mais il n'y a pas que ça. Il y a une interaction entre le secteur animal, les secteurs de l'homme et de l'environnement. Donc il nous faut agir absolument au niveau de l'interface pour avoir une réponse satisfaisante à tout ce qui se présente à nous comme problème. Donc l'approche Une santé est incontournable. Elle doit aider à ce que ces projets-là puissent vraiment être implémentés et tenir compte de tous les aspects pour pouvoir, au finish, ce que nous recherchons, c'est le bien-être global, le bien-être de l'homme, le bien-être de l'animal et le bien-être de l'environnement. Dans le cadre de cette deuxième phase du projet Plus 2, Océan et ses partenaires sont convaincus que grâce à cette nouvelle approche, le bien-être des populations locales des Mangaï deviendra un levier positif indirect pour la conservation de la biodiversité de cette aire protégée, à en croire Jean-Pierre Malala, originaire de Mangaï et président du GTG. C'est un sentiment de joie qui anime les communautés utilisatrices du paysage de la réserve des hippopotames de Mangaï. C'est vrai, nous, on ne s'attendait pas à cette intervention, puisque c'est pendant longtemps que la réserve a été abandonnée. Ce n'est qu'en 2018, sans que nous puissions être avertis, on a vu arriver Océan pour lancer un projet Plus 1. Et ce qui avait surpris tout le monde, pendant qu'on se sentait déjà désaxé et abandonné à nous-mêmes. Alors la première phase a été concluante parce que ça a produit des effets escomptés du fait que les gens ont pris conscience que réellement ça va de mal en pis et qu'il faut nécessairement réfléchir autrement pour gérer les ressources naturelles dans la réserve. Et maintenant que nous nous retrouvons pour la deuxième phase, vous comprenez ce que ça peut faire comme sentiment de joie quand les gens qui se sentaient complètement découragés voient qu'on ne les a pas abandonnés. Les partenaires du projet estiment que le projet de stabilisation de l'utilisation des terres dans l'aire protégée des Mangaï permettra aux communautés d'améliorer leurs conditions de vie grâce à une conservation de la biodiversité, comme l'a indiqué Cédric Ilunga, directeur adjoint de programme secteur environnement et changement climatique à l'agence japonaise de coopération internationale JICA.
Nous essayons d'apprendre et partager d'expérience à travers ce que les autres partenaires, l'ICCN particulièrement et Océan ont fait au niveau de la réserve de Mangaï. Et l'objectif pour nous, c'est de pouvoir encourager en fait des synergies. Nous voudrons voir dans quelle mesure nous pouvons également greffer nos activités dans ce que l'ICCN et les autres partenaires prévoient dans la seconde phase du projet. Et ainsi, par là, nous pourrons ensemble contribuer aux deux objectifs, je pense, qui est visé à travers tous ces projets, l'amélioration des conditions de vie des communautés autour et également la gestion durable des forêts. D'une superficie de 1 176 875 hectares, la réserve de Mangaï est une aire protégée de catégorie 6 de l'UICN, où plus d'1 million de personnes vivant dans les cités d'Idiofa, d'Ibaya-Louboué, Mangaï, Panou et Eolo dépendent directement des ressources que regorge cette aire protégée pour leur survie. Les agriculteurs de subsistance et les industriels, les chasseurs, les pêcheurs, les exploitants du bois, les exploitants de produits forestiers non ligneux et les éleveurs, les utilisateurs des ressources de cette aire protégée, tous ont été sensibilisés sur la gestion responsable de cette réserve. L'appropriation s'est faite via les groupes de travail de la gouvernance des ressources naturelles. Pendant 2 ans, nous avons regroupé les différents acteurs dans la zone, tous ceux qui sont intéressés par cette partie. Il fallait d'abord les sensibiliser parce qu'au départ, la population pense que la conservation, c'est pour les Mindélé, c'est pour les autres. Et en même temps, quand vous arrivez à Mangaï, ils vous disent avant on avait des poissons, maintenant il n'y en a pas. Et il fallait faire les liens entre les hippopotames et les poissons. Donc c'était un travail de sensibilisation. Finalement, ils ont compris que c'est pour eux-mêmes qu'il faut faire la conservation. Les gens ont pris conscience et ils demandent maintenant. Nous sommes prêts à nous engager dans la conservation parce qu'ils ont vu les avantages de la conservation. Le rendez-vous est donc donné aux différentes parties prenantes dans 2 mois pour une série d'ateliers beaucoup plus élargis sur le projet dans le rapprochement de 2 approches. Voilà, il s'agira donc de mettre en commun l'approche paysagère de la phase 1 et l'approche santé de la phase 2. Quel est l'impact du changement climatique sur le travail? Scientifiques, journalistes et autres experts et membres de la société civile ont réfléchi dernièrement sur cette question en y apportant des solutions. C'était au cours d'une conférence organisée par le Centre Pulitzer, une organisation à but non lucratif soutenant le journalisme à travers le monde. C'était au Musée national de la RDC ici à Kinshasa. Images et commentaires. Impact du changement climatique sur le travail, c'est le thème de cette conférence organisée par le Centre Pulitzer, une organisation à but non lucratif soutenant le journalisme à travers le monde. À l'heure où les effets du changement climatique mettent à mal tous les secteurs, le monde du travail n'est pas épargné. Voilà pourquoi le Centre Pulitzer a réuni professeurs d'université, scientifiques, journalistes et autres catégories socio-professionnelles pour réfléchir sur l'impact du changement climatique sur le travail et les travailleurs. Flora Pereira da Silva, directrice internationale de l'éducation et sensibilisation du Centre Pulitzer, a parlé des défis de la sensibilisation sur le climat et le travail et partagé son expérience sur la corrélation changement climatique-travail pour qui les effets du changement climatique touchent avant tout les plus pauvres, les femmes, les indigènes et autres catégories socio-professionnelles défavorisées, affectant en même temps leur travail. La question climatique, surtout pour le Congo, pour la bassin du Congo, l'Amazonie et le sud-est asiatique, sont des régions qu'on nous sommes en train de travailler beaucoup, surtout le sujet des forêts tropicales. C'est très important parce que c'est le futur de la planète. Donc la deuxième mode qu'on n'a plus émission de carbone, c'est la destruction de la forêt. Non? Mais la forêt a aussi un rôle très important de sauver la planète parce qu'elle a le pouvoir de tenir le carbone. Donc nous sommes en train ici de parler de la solution, d'une possible solution d'une crise climatique. On pense que le pouvoir de journalisme ensemble con l'éducation, ensemble con sensibilisation,
est grand. On a commencé le travail international avec la question des forêts tropicales. On a commencé maintenant, celui-là il est nouveau dans notre organisation, on a vu que la question du travail n'était pas bien explorée dans les médias. Donc on a créé ce projet que c'est pour fomenter, pour impulser les débats ou les questionnements de comment la question du travail et la question climatique sont connectées. Quelles sont les connexions? Comment le changement climatique va affecter notre jour à jour, parce que nous sommes tous des travailleurs, mais il y a celui-là qui sont plus affectés. Et quelle est la connexion? En panel, d'abord celui axé sur l'éducation, le professeur Norbert Ngoy, responsable du centre de recherche sur l'environnement à la faculté de l'éducation de l'université de Kisangani, s'est apaisanti sur comment préparer une génération de dirigeants formés, informés et sensibilisés aux questions des changements climatiques. Les jeunes doivent, de leur bas âge, être formés et informés sur les notions du changement climatique afin d'avoir une génération capable de relever les défis de la lutte contre le changement climatique. Intégrer aujourd'hui les questions environnementales au niveau scolaire, est-ce que c'est possible? Moi, j'estime que c'est possible. Et nous tentons quelques expériences à Kisangani. Évidemment, c'est en gestation, puisqu'on n'a pas, tout le monde n'est pas acquis à l'opinion favorable sur le changement climatique. Il y en a qui en doutent. Il y en a qui en doutent pour des raisons qui leur sont propres. Mais nous sommes convaincus que ça peut réussir. Nous avons justement adopté, nous, la démarche par le bas, à commencer par la classe, voir qu'est-ce qui peut changer en classe et à partir de la classe, qu'est-ce qui peut changer dans les familles où se trouvent les enfants qui sont en classe. Je pense que la démarche doit aller dans les deux sens. Si les autres ne viennent pas vers vous, vous allez vers les autres. C'est-à-dire un éducateur, un enseignant, c'est un homme de collaboration. Il doit interroger sa société et les changements qui s'opèrent dans la société doivent être perçus par l'enseignant. Il est obligé, quand bien même les autres ne le sollicitent pas, la société le sollicite, il doit tenir compte de ces changements. Il est donc impératif d'intégrer les concepts de protection de l'environnement et des changements climatiques dans le programme scolaire de la RDC, a souligné Guillaume Korogo, directeur à la direction des programmes scolaires et matériels didactiques du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Le panel sensibilisation a vu défiler deux intervenants, Alfred Ntumba d'Environews et Kakel Mboumb, agro-entrepreneur, pour susciter l'intérêt des professionnels des médias et initier le débat public sur le lien entre le climat et le travail en RDC. Après la conférence, le Centre Politzer a convié les journalistes traitant des questions environnementales et de changement climatique à une session d'information portant sur les opportunités de financement des reportages sur le climat et le travail. Une initiative intitulée Your Work Environment qui vise à explorer les risques climatiques mondiaux dans le monde du travail pour savoir quels emplois et quels secteurs d'emploi, quelles pratiques industrielles, quels types de fabrication sont menacés et doivent changer, la planète se réchauffant progressivement et des solutions durables devant être trouvées aujourd'hui, car demain, il risque d'être trop tard. Sensibilisation des jeunes entrepreneurs à la protection des forêts du bassin du Congo tout en suscitant l'intérêt de ces derniers sur ces questions et en les invitant à faire entendre la voix des personnes vulnérables. La conférence débat organisée par l'ASBEL Comus en collaboration avec Pulitzer Center le 11 février 2023 à Goma au Nord Kivu s'est penchée sur cette question pour continuer à préserver les forêts du bassin du Congo afin qu'elles jouent leur rôle dans l'équilibre écologique de la planète. Reportage de notre correspondant permanent au Nord Kivu. Bienvenue, Mwela Mukendi. Dans le cadre de sensibiliser des jeunes professionnels sur les opportunités des carrières d'investissement et des plaidoyers qu'offrent les forêts du bassin du Congo, Colibri Multiservice dit Comus en sigle a organisé une conférence débat avec les jeunes en date du 11 février 2023 sous le thème « La participation des jeunes
dans la prévention et la résolution des conflits dans le cadre de la préservation de l'environnement, avec comme objectif principal de sensibiliser les jeunes professionnels à la protection des forêts du bassin du Congo, mais aussi susciter l'intérêt des jeunes professionnels sur les questions de la préservation du bassin du Congo, en faisant entendre la voix des personnes vulnérables, tout en encourageant des échanges sur les opportunités présentes dans les secteurs forestiers auprès des jeunes professionnels. Bayou Bazire Bikaya Innocent, l'un des intervenants, explique. Essayer de sensibiliser les jeunes pour qu'ils puissent participer à la protection de nos forêts, mais aussi à la résolution des conflits, en rapport avec aussi la préservation de notre forêt et de nos aires protégées. Cela a été pour moi une belle occasion parce que je n'ai jamais développé ce thème depuis que je développe autant de thèmes dans les ateliers, dans les formations et dans les radios, afin de pouvoir sensibiliser la communauté, la jeunesse, sur ce qu'ils doivent réaliser par rapport à la résolution des conflits et par rapport à leur efficacité pour la protection de notre environnement, de nos écosystèmes forestiers. Les jeunes constituent une force dynamique, présente, disponible à tout moment pour nous aider à protéger nos écosystèmes. Et comme ils sont disponibles permanents pour nous aider, ils ont la capacité de réaliser plusieurs actions dans les secteurs de la protection de l'environnement, notamment, par exemple, dans la résolution des conflits. La jeunesse peut intervenir facilement par rapport au plaidoyer auprès des autorités, tant provinciales, nationales qu'internationales. Ils peuvent constituer un groupe pour barrer la route à nos bandes armées. Pour Nyonta Immaculée, l'une des participantes, demande à d'autres jeunes de prendre conscience et de travailler pour le développement de la RDC, tout en restant responsables de la protection des forêts de la RDC. Nous jeunes, nous devons prendre conscience de l'importance de notre végétation, que nous sommes les acteurs principaux dans la résolution des conflits. Donc nous sommes impliqués même pour résoudre les conflits se trouvant dans et autour de nos forêts. J'ai aussi entendu que nous jeunes, nous sommes les personnes censées actives travailler pour le développement de notre milieu. L'échange nous a non seulement sensibilisés à propos de notre végétation, de notre environnement, mais nous a aussi donné cette chance de savoir que nous sommes aussi responsables de notre développement, nous sommes aussi responsables de la protection de notre environnement. Il s'est de signaler que cette conférence débat a été organisée par Comis en collaboration avec son partenaire Pulsar Santé. Comme nous parlons du bassin du Congo, il n'est un secret pour personne, on le sait pertinemment bien que cet espace vital joue un rôle crucial sur le plan environnemental, grâce bien sûr à ses ressources naturelles comme la forêt, l'eau, la biodiversité tant animale que végétale. En termes de chiffres, quelle est donc l'importance du bassin du Congo? Il faut savoir que ce bassin, ce sont 530 millions d'hectares de superficie globale, 268 millions d'hectares de superficie des forêts, 6% de la surface forestière mondiale, 70% de la couverture forestière d'Afrique et 91% des forêts denses humides d'Afrique. Voilà pourquoi toute l'attention doit être tournée vers le bassin du Congo pour sa préservation et sa conservation en luttant contre la pauvreté de ces populations. Car, bien sûr, si l'on ne lutte pas contre la pauvreté, il est normal que ces populations cherchent à tirer leurs moyens de subsistance à travers les ressources naturelles dont elles disposent, comme les forêts, la biodiversité et autres. Il faut donc des financements pour que les communautés locales continuent à protéger tous les écosystèmes de ce bassin du Congo.
Madame, Messieurs, voilà qui boucle cette livraison de votre magazine RDC Environnement qui reviendra bien sûr la semaine prochaine. Merci à Armen Ngoma, merci à Myriel Makisse, merci à Christian Kenina, ainsi qu'à toute l'équipe qui a concouru à la réalisation de cette édition de votre magazine environnemental. Merci également à vous qui l'avez suivi. Très bonne suite des programmes sur votre chaîne. Prenez soin de vous, mais surtout, prenez soin de votre environnement. Au revoir et à très bientôt.